Alors, bonsoir à tout le monde. C'est un petit peu une conférence de reprise après tout ce qui s'est passé cette année et l'année n'est pas terminée. On a vraiment pas mal de choses à faire, à dire ce soir. La mort et surtout l'après-vie, qu'est-ce qui existe après la mort? Et finalement, pourquoi la mort, ça fait tellement peur? Donc, d'abord, je vais laisser, alors on est en période, je le dis, hein, parce que si jamais cette conférence elle est mise en ligne, hein, on est en période encore de Covid. Et cette épidémie a justement révélé beaucoup de choses. Justement, cette grande peur de la mort. C'était vraiment au centre, hein, de cette année 2020 parce que 2020, c'est le nombre 4 et c'est vraiment toutes les grandes peurs intestines. Donc, chacun vit l'année 2020 à sa façon. Mais dans tous les cas, ça fait remonter des peurs. Et notamment, comme c'est un virus et comme ce virus a tué quelques personnes, on ne sait pas exactement le nom, puisque justement, ces grandes peurs sont instrumentalisées. Il y a beaucoup de manipulations derrière tout ça. Tout n'est pas juste, tout n'est pas faux, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas à prendre. C'est justement aussi le 4. Le 4, c'est comme une chaise qui a 4 pieds, c'est installer des nouvelles racines, des nouveaux fondements, des nouvelles bases. Et c'est comment je vais faire face à toutes ces peurs pour installer un nouveau moi pour les 9 prochaines années. Donc cette année 2020, comme vous l'avez dit l'année dernière, elle est fondamentale. Il nous reste encore quelques mois. Si vous n'avez pas commencé le travail sur vous, allez-y. Plongez dedans et faites. Alors la mort, qu'est-ce que c'est? La mort, il y a plein de définitions. Et puis en fonction des différentes cultures, en fonction des différentes époques, des différentes civilisations, il y a eu des définitions, des façons d'aborder la mort. Et en tant qu'être humain, ou en tant qu'animal, hein, parce que nous faisons partie du règne animal, eh bien la mort, c'est quand on cesse de vivre, que nos organes arrêtent de fonctionner, mais nos organes peuvent continuer de fonctionner et pour autant, on n'est plus présent. Donc, on peut aller jusqu'à, eh bien, il faut que le cerveau aussi arrête de fonctionner. Parce qu'en fait, tant que le cœur bat, on est en vie, même si on n'a plus de capacité d'utiliser correctement nos organes. Et la médecine aujourd'hui nous permet d'être assistés au niveau de notre respiration, au niveau cardiaque, au niveau de notre fonction. Pour autant, est-ce qu'on va être en vie? Tout dépend de ce qu'on appelle être en vie. Donc, avant d'aller connecter la mort, il faut déjà bien comprendre qu'est-ce que c'est être en vie. Et être en vie, c'est aller au contact de ses envies, d'être un être animé. Et l'anima, anima, animus, on vient au contact du fait que l'âme vient piloter cette partie humaine qui, elle, est incarnée, c'est-à-dire dans la carnée, dans la chair. Donc, avant d'aller plus avant dans la mort, c'est finalement, qu'est-ce qu'on est venu faire ici? Est-ce qu'on est venu pour traverser quelque chose dans un corps sans savoir exactement quoi et en suivant sans discernement les règles qu'on nous dit qu'il est bon de faire? Ou alors, est-ce qu'on est venu pour suivre un plan, quelque chose de plus grand? On peut mettre derrière la source, on peut mettre Dieu, on peut mettre ce qu'on veut, l'univers. En tout cas, c'est une puissance bien plus grande que celle que l'humain que nous sommes, les humains que nous sommes, qui mandate, en fait, d'une certaine façon.
Alors, ça peut être notre âme, connectée à une source d'énergie. Et c'est au contact de ça que je vous invite à aller aujourd'hui, parce que plus on est au contact de cette âme et de ce pilote de ce qu'on est dans cette vie-là, peu importe combien de temps on vient rester sur cette planète, cette fois-ci, moins on a peur de la mort. Parce que la mort, c'est une transition dans tous les cas. C'est un passage. Et en fonction de comment c'est perçu, eh bien, ça peut être plus ou moins bien vécu. Si c'est effectivement accompagné, comme les ancêtres l'ont dit dans les messages qu'on a entendus juste avant, alors c'est peut-être bien vécu. Mais en fait, on n'en sait rien. On n'en sait rien parce que tout dépend de la conscience dans laquelle la personne a vécu sa vie. Et bien sûr que ce qui se passe dans l'entourage, la façon dont le corps va être pris en charge est importante. Mais ce qui est plus important, c'est comment la personne vit sa vie, dans quel niveau de conscience elle vit sa vie. Et de fait, dans quel état de conscience, d'ouverture, elle va arriver à ce moment de grand passage. En sachant que des grands passages comme la mort, on en fait tous les jours. Tous les jours, on en vit. Parce que nous sommes des êtres cycliques. Et parce que le matin, quand vous vous réveillez de votre sommeil, eh bien, vous quittez cet état de petite mort où vous vous êtes probablement absenté de votre corps physique pour partir voyager à l'aide de votre corps astral et vous revenez dans la conscience de votre corps physique au petit matin. Et quand vous avez terminé votre journée, eh bien, vous rentrez à nouveau dans cet état. Vous faites ce passage de l'état de veille à l'état de sommeil. Vous rentrez dans une petite mort à nouveau. Donc, suivant les définitions, les philosophes, les époques, il y a eu beaucoup de définitions de ce qu'est la mort. Et c'est pour ça que ça va être différent pour chacun d'entre nous. Et en fonction aussi de ce qu'on est venu expérimenter. Donc, qui je suis, comment je travaille et les présences qui m'accompagnent dans le travail que je fais, il n'y a jamais de jugement, il n'y a jamais de critique. Parce que le plan et le pourquoi votre âme elle est venue ici, ben, il n'y a qu'elle qui le sait. Et si elle a décidé d'expérimenter une mort violente, alors elle expérimentera une mort violente. Si elle a décidé de vivre très longtemps pour faire je ne sais quoi, eh bien, ça sera vécu très longtemps. Si elle a décidé à un moment donné qu'elle veut expérimenter le suicide, elle expérimentera le suicide. Si elle a décidé de juste expérimenter une descente en incarnation, elle s'incarnera dans un fœtus et ce fœtus, il y aura une fin avant la fin de la gestation. Quelle que soit la fin. Couche, IVG, interruption thérapeutique, peu importe. Cette âme a choisi de venir expérimenter ça. Donc, elle choisit une femme dont le fœtus soit ne sera pas viable, soit que cette femme a dans son plan de vie de guérir une mémoire d'enfant perdu dans l'arbre généalogique ou autre. Et donc, cette âme sait que la femme mettra fin à cette grossesse, ou elle sera obligée d'y mettre fin. Ou un incident de parcours fera que, elle perdra le bébé. Et c'est ça que les ancêtres nous demandent, d'ouvrir notre diamant, c'est-à-dire de témoigner, d'ouvrir notre conscience, de vivre pleinement les expériences qui nous sont proposées, en tirer des enseignements et partager ça autour de nous, sans jamais forcer quoi que ce soit, sans jamais vouloir convaincre quiconque que c'est cette voie-là ou celle-ci. En bouddhisme, on dit que
Le mieux, c'est la voie du milieu. Mais est-ce que c'est toujours facile d'être en équilibre? Eh bien non, parce qu'on a des émotions, parce qu'on n'est pas tout seul sur Terre et qu'on ne peut pas toujours décider et que ça ne va pas toujours dans le sens dans lequel on voudrait et que la plupart du temps, le sens dans lequel on voudrait, c'est celui que notre mental voudrait. Et notre mental est dirigé la plupart du temps par quoi? Par les peurs. OK? Donc, ce mental, c'est comme un enfant, moi je dis toujours, il faut l'éduquer. Il faut l'éduquer. Il faut le rassurer. Il faut lui expliquer. Il faut lui donner des lectures. Il faut le laisser aller discuter avec plein de gens savants pour que ça le rassure et pour ensuite il puisse laisser la place au vrai pilote de tout ça, c'est-à-dire l'âme de la personne, et qu'elle puisse guider l'humain, voilà, vers des choses, des expérimentations qui seront épanouissantes, qui seront nourrissantes, qui seront vibratoirement élevées, qui seront source d'évolution. Ouais. Moi, je suis née ouverte, je suis née médium. Ce n'est pas quelque chose dont j'avais conscience. Mais par contre, je le vivais pleinement. En tant qu'enfant que j'étais, j'avais cette ouverture et c'était très facile pour moi de parler toute seule. Mais en fait, je n'étais jamais toute seule. Et j'avais développé une façon de faire qui faisait que ça passait inaperçu. Que j'adorais ma Barbie. J'adorais les enfants de Barbie. Et donc, j'avais toujours, voilà, j'avais mon ours en peluche. Voilà, jusqu'à très tard, j'ai eu mon ours en peluche parce qu'en fait, c'était mon confident. Et derrière mon ours en peluche, eh bien, il y avait tous ceux avec qui je converse aujourd'hui. Et bien sûr, à un moment donné, il a fallu que je l'abandonne parce que ça faisait très bizarre à la fac. Quand mes copines de fac venaient dans ma chambre et qu'elles voyaient que sur mon lit, il y avait un ours en peluche. Et je ne pouvais pas dire qu'est-ce qu'il représentait pour moi, parce que même moi, je n'avais pas le mot à cette époque-là. Et puis, à 18 ans, j'ai fait une chute. Je suis tombée sur le coude. Je me suis évanouie. Enfin, après, je suis rentrée. J'étais un peu comme ça. J'ai dit à mon père, je crois que... Et je suis partie. Et quand je suis partie, je me suis retrouvée dans un endroit extrêmement, extrêmement brillant. Même sous un projecteur, il n'y a pas cette brillance. Avec beaucoup de gens. C'est comme un grand couloir, extrêmement brillant. Et il y avait beaucoup de gens. Et quand je me suis retrouvée là, j'ai eu une sensation que je n'avais jamais connue dans ma famille, c'est que tout le monde m'attendait. Tout le monde était hyper content de me voir. Il y avait des gens qui applaudissaient, comme quand vous avez fini une pièce de théâtre et que vous avez été la meilleure actrice. Tout le monde est debout, tout le monde applaudit. Je dis, waouh, mais c'est super, mais c'est qui tous ces gens, mais c'est super génial. Et je ne connaissais personne sauf une personne. Et cette personne, c'était une de mes tantes. Et ma tante était depuis quelque temps à Bordeaux, à l'hôpital, dans le coma. Et ma tante était assise dans un fauteuil. J'ai interprété un fauteuil roulant, mais c'est une interprétation. En tout cas, elle était assise. Et je lui dis, mais qu'est-ce que tu fais là, Tati? Là, elle me dit, mais c'est vachement bien. Et je lui dis, oui, je veux bien, mais tout le monde t'attend à Bordeaux, quoi. Tu dors dans un lit d'hôpital et t'es là. Et... Ah non, mais elle me dit, mais ils sont... En fait, on fait la fête tous les jours. Ils sont super gentils. Je dis, ouais, je vois ça, en fait, c'est vrai. C'était comme chez toi, chez ma tante, on faisait tout le temps des fêtes, on mettait tout le temps de la musique, on dansait, des gros repas, etc. etc. Et elle est malgache, donc avec cette culture malgache de la famille élargie où on accepte tout le monde, etc. Mais là, elle était aux petits oignons. Et elle me dit, mais c'est super ma chérie, mais t'es venue me voir, je dis, apparemment. Donc, c'était génial. Et elle me dit, écoute, on y va. Alors, me voilà commençant à partir avec elle, parce que c'était tellement trop bien, les gens
pour une fois, je me sentais aimée, mais vraiment, vraiment. Et prise comme j'étais. Et puis, à un moment donné, j'ai entendu, alors il faut savoir qu'avec ma sœur aînée, nous étions depuis ma naissance en bis-bis, donc à 18 ans, c'était de pire en pire. Et donc, s'il y avait bien quelqu'un dont j'étais sûre qu'elle ne m'aimait pas, c'est ma sœur aînée. Alors ça, j'aurais mis ma main à couper. Et là, j'entends Mimi, Mimi, et qu'est-ce que tu fais? Mais reviens. Et c'est comme ça que ma sœur m'a fait. Ma sœur aînée. Là, je dis à ma tante, attends, il y a m'appelle. Et elle dit, mais non, mais viens, allez, on y va. Et puis les gens, ça commençait à se refermer. Et donc, on commençait à avancer. Et j'entends à nouveau, Mimi, Mimi, reviens. Et là, je dis, et là, j'entends, je t'aime. Ah, et je dis à ma tante, ah non, là, c'est pas possible. Là, c'est pas possible. Ma sœur me dit, je t'aime. Et là, je lui dis, tu sais quoi? Avant de venir avec toi, je vais aller vérifier. C'est vrai. Si ma sœur m'a bien dit, je t'aime. Mimi, je t'aime. Et là, la chose la plus horrible de ma vie, c'est-à-dire que j'ai eu l'impression de dévaler je ne sais pas quoi. Et brusquement, je me suis réveillée. Alors que je me suis évanouie, j'étais assise dans la cuisine de nos amis. Je me suis réveillée, j'étais couchée sur le canapé dans le salon avec mes parents, les amis, mes sœurs, ma sœur aînée, très en retrait de mes parents. Et c'est la première personne que j'ai vue quand j'ai ouvert les yeux. Et à son visage, je me suis dit, ben non, en fait, elle m'aime pas. Et là, je suis rentrée dans une espèce de panique. Mais une panique, j'ai fait une crise d'angoisse. Mes parents ont dû m'amener aux urgences. J'ai développé de la spasmophilie. Ça a été le pire cauchemar parce que je me suis en fait retrouvée dans mon corps, dans ma vie étroite, malheureuse. Et c'était la catastrophe. La catastrophe. Et ça, c'est resté enfoui parce que je n'ai pas pu en parler, puisque les médecins ont dit à mes parents, elle fait une crise d'angoisse, elle a un gros problème, votre fille, hein, donc on va lui donner des médicaments. Voilà. Donc, je n'ai pas pu expliquer tout ce que j'avais vu. Et ce n'est que 20 ans plus tard, quand j'ai lu des livres, quand j'ai commencé à lire les livres du Père Brune en arrivant à Toulouse, quand j'ai commencé à m'intéresser à la vie après la mort, que j'ai compris, et au voyage astro, et aux sorties hors corps, que j'ai compris qu'en fait, j'avais fait une expérience proche de la mort, une NDE. Parce que le sentiment de revenir dans quelque chose, d'être allé à un endroit où c'était extrêmement bienveillant, où il y avait beaucoup d'amour, et cette notion d'amour inconditionnel, je la connais. Elle est inscrite en moi. J'ai les images qui sont en moi. Et ça, c'était juste la porte avant d'aller. Et en fait, je me suis rendu compte qu'il ne tenait qu'à moi de continuer. Et quand ensuite j'ai demandé à ma sœur, mais plusieurs années après, si elle avait parlé, ben non, n'importe quoi, jamais. Et, attends, et il y a seulement un an ou un an et demi, j'en ai parlé avec ma mère et elle me dit, mais tu ne te souviens pas, mais tu es restée absente un quart d'heure, bien plus, et on n'a pas arrêté de t'appeler avec papa, on n'a pas arrêté, on n'a pas arrêté. Je ne les ai jamais entendus, eux. Pourquoi? Parce que je n'avais pas envie de rentrer dans ma famille. Je ne me sentais pas acceptée comme j'étais, je ne me sentais pas aimée comme j'étais, pour ce que j'étais, et je ne me sentais pas la possibilité d'exprimer. Pourquoi? Parce que depuis que j'étais petite, ma mère me disait, de toute façon, t'es folle, hein. Si tu continues, on va te mettre à Saint-Claude. Et en Guadeloupe, Saint-Claude, c'est l'hôpital. Donc, à un moment donné, j'avais fermé pour ne pas aller à Saint-Claude. Mais en fait, tout ça, eh bien, c'est là que j'ai fait la bascule de toucher la mort sans savoir que c'était ça. Et je sais aujourd'hui où vont les gens quand ils partent.
parce qu'on m'a montré, parce qu'on m'y a amené. Et ce sont les guides qui ont utilisé la voix de ma sœur pour que je puisse revenir, parce que ce n'était pas le moment, parce que je n'étais même pas rentrée dans ma mission, dans le chemin que je devais emprunter. Et j'ai encore mis 20 ans avant de commencer à mettre les pieds dedans. Alors c'est long, oui et non, parce que je n'étais absolument pas prête, je n'étais pas mûre, je n'avais absolument pas touché mes blessures. Et tant qu'on n'a pas touché ces blessures, tant qu'on n'a pas commencé à les regarder en face, tant qu'on n'a pas commencé à oser aller les guérir, eh bien, notre mission n'est même pas commencée. La mission vient après la guérison des blessures. Ou en tout cas, en simultané, quand on est déjà bien avancé dans la guérison des blessures, dans la rectification de ce qui a besoin d'être rectifié dans l'arbre généalogique dans lequel on s'est incarné. Donc, après, j'étais tellement mal dans ma vie que 2 fois, j'ai voulu partir. J'ai voulu retourner là-bas. C'était tellement bien, ils étaient tellement gentils. C'était tellement simple. Sans vraiment passer à l'acte. Donc, je veux, mais je ne veux pas. Je voudrais qu'on m'y mette comme ça, mais dans mon programme, dans ma programmation, il n'y a pas le mot suicide dans ma programmation. Mais si on peut m'aider à y passer, pourquoi pas? Et encore, j'étais dans une fermeture totale, dans une inconscience totale de ce qu'est la vie. Et de comment la vie, elle est magique. Elle est belle. Donc, ce n'était pas intéressant de vivre ça comme ça. Donc, il valait mieux que je parte. C'était simple, hein? C'est binaire. Hein? Quand on n'est pas bien, on est binaire. Et c'est quand vraiment j'ai commencé à réaliser, quand j'avais 38 ans, que les voix que j'entendais dans ma tête, elles étaient réellement là, elles appartenaient à des personnes, à quelqu'un, à voilà. Ce que je voyais, ce n'était pas pure folie, pure invention, pure imaginaire de ma part. Ce que je ressentais dans mon corps, puisque j'ai quand même été paralysée quand j'étais en région parisienne, tellement je ressentais des choses, j'absorbais des choses. Les médecins m'ont dit, écoutez, madame, on va vous renvoyer chez vous parce qu'on ne sait pas ce que vous avez, on ne comprend pas. D'accord. Et je vais rester dans mon lit toute la journée. Oui, madame, nous ne pouvons pas vous garder. Après le scanner, nous ne savons pas ce que vous avez. Donc, on m'a renvoyée chez moi, paralysée dans mon lit. Voilà. Et donc, je me suis dit, ben, puisque c'est comme ça, eh ben, je vais retourner dans cet endroit qui est super. Donc, c'était en pleine journée, je me suis endormie et je suis partie dans cet endroit-là. Entre-temps, ma tante était décédée, donc là, maintenant, elle était debout. Et elle me disait, mais non, mais en fait, tu marches. En fait, tu marches. Tu t'occupes pas d'eux. Et quand je me suis réveillée, ben, je marchais. C'est étrange, mais ce sont des expériences, c'est ce qu'on appelle des expériences mystiques, où il se passe des choses que le mental ne comprend pas et ne peut surtout pas gérer. Donc aujourd'hui, dans ce que je fais, je peux être en contact avec les défunts. Je peux les accompagner à passer de l'autre côté. Je peux les accompagner à rester dans un plan transitoire s'ils ont besoin d'aide. Parce que je peux aller de l'autre côté, mais j'ai compris que la vie étant précieuse et que ma mission, elle est à peine entamée, et bien, je vais rester là et jouir pleinement de la vie. Donc, c'est vraiment ça. C'est comment aller aborder la mort si on ne sait pas jouir de la vie. Parce que quand on va arriver au moment de la mort, on se dira « Eh mince, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai pas fait ça. » Voilà. Alors que si on a expérimenté tout ce qu'on a à expérimenter, si on va au contact du meilleur de soi, et si en plus on a la chance d'aller connecter sa mission de vivre, pourquoi l'âme elle est venue, qu'est-ce qu'elle est venue expérimenter, qu'est-ce qu'elle est venue guérir, la mort sera d'autant plus simple à aborder. C'est-à-dire qu'elle sera comme une phase de libération, mais de dire on m'offre la possibilité de passer à l'étape d'après.
savez, comme dans les jeux vidéo. Vous avez gagné un monde, vous passez au monde d'après. Ben, c'est pareil. Vraiment. Donc aujourd'hui, je suis dans cette acceptation de vivre tout ce qu'on me permet de vivre, pouvoir passer à une Odile 2.0 pour la prochaine étape.